Chers auditeurs, bonjour. De retour au Parlement européen, ici à Strasbourg, avec Virginie Joron. Virginie Joron, merci d'être avec nous. Vous êtes donc députée européen du Rassemblement national et donc on connaît votre combat contre le Covid. Alors, il y a une nouvelle dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que tout le monde finalement a l'impression que cette pandémie est terminée, mais en fait, il y a encore des doses qui sont commandées à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? En effet, déjà, tout le monde sait maintenant que la Commission européenne a passé une commande pour 24,6 milliards de doses en 2020. Donc ça, c'était le premier constat fait par la Cour des comptes pour 71 milliards d'euros. Donc il y a 4,6 milliards de doses qui ont été commandées. Et on se rend compte sur le site de l'ECDC, qui est donc une agence européenne, qui tous les jours réactualise ses statistiques, nous indique qu'il y a à peu près 1,4 milliard de doses qui ont été livrées actuellement pour un peu moins d'1 milliard de doses injectées au sein de l'Union européenne. Donc la question c'est, où sont ces 3 milliards de doses ? Puisqu'on voit bien qu'il y a un décalage entre une commande passée par la Commission européenne et la réalité par le CDC. Donc il y a un excédent. On l'a vu, certaines doses déjà depuis ont été, moi je dirais, jetées, même si certains ont considéré que le système COVAX permettait de diffuser ce surplus de stock au sein de pays tiers à l'Union européenne et des pays qui seraient en difficulté pour accéder à ces doses, comme en Afrique. Mais on a bien vu, par exemple, le Nigeria n'a pas souhaité diffuser auprès de sa population ces doses, ils les ont donc jetées. Donc on se retrouve devant une commande gigantesque par la Commission, 3 ans après, finalement, des injections qui ne sont pas à la hauteur de cette commande, puisqu'il y a un peu moins d'1 milliard au sein de l'Union européenne. Et donc du coup, on a posé cette question, j'ai posé cette question à la Commission européenne pour qu'elle nous fasse aujourd'hui le détail de savoir où sont ces doses. Parce que c'est encore une fois de l'argent des contribuables européens, puisque la Cour des comptes signale qu'il y a à peu près 71 milliards de contrats auprès de ces laboratoires, 71 milliards d'euros. Donc, quid de cet argent ? Où va notre argent ? Donc, cette question, je l'ai posée la semaine dernière au sein de la Commission européenne en demandant le détail de cette diffusion de ces doses au sein de l'Union européenne. Et si elle considère qu'il faut continuer à les diffuser au monde entier, là aussi, on souhaite avoir des chiffres. Il faut savoir qu'actuellement, la Pologne, et elle l'avait déjà fait l'année dernière, et ce n'est pas le seul pays de l'Union européenne qui constate qu'il y a moins de demandes, il y a moins de demandes de la 3e, 4e, 5e dose. Les gens aujourd'hui, la vague importante de l'épidémie est passée. D'ailleurs, c'est une question qu'on voulait poser à l'OMS, savoir si aujourd'hui nous étions toujours en crise pandémique. Aujourd'hui, on ne sait pas. On a posé la semaine dernière la question à la commission Covid. Personne ne peut dire aujourd'hui si on est encore sous le joug d'être sous pandémie. Donc quand on n'a pas cette notion, comment arrêter finalement cet engrenage de l'achat et de la diffusion du vaccin ? Donc la Pologne est apparemment en négociation pour finalement arrêter de recevoir des doses et de payer pour ces doses, mais par contre pour les autres pays, visiblement la situation est pas claire. Alors attendez, pour l'instant, c'est ça qui est incroyable, c'est que la Commission autorise la Pologne à renégocier auprès de Pfizer. Ça ne veut pas dire que Pfizer va l'accepter. Puisque vous avez bien vu que tout le mécanisme qui a été mis en place par cette commission, c'est que la centrale d'achat, c'était la Commission européenne, pour le compte des États membres de l'Union européenne, dont fait partie la Pologne. Donc c'est pour ça que déjà l'année dernière, la Pologne, les pays baltes, avaient signalé qu'il y avait un problème entre la commande et la demande des citoyens européens. Et donc là, la Pologne a demandé cette année à ce que la Commission lève cette autorisation auprès des États membres. Donc pour l'instant, c'est que le premier volet de cette situation qui est complètement ubuesque, de savoir les États membres retrouvent peut-être retrouver leur souveraineté en matière de commandes, de paiement et de diffusion de vaccins Covid. Donc on n'est qu'au début du feuilleton. Mais surtout qu'en ce moment, on est un peu dans une situation où on voudrait économiser budgétairement, c'est un peu compliqué pour beaucoup d'États. En tout cas, le peuple et toute personne de bon sens, on est effectivement pour qu'on gère notre argent en bon père de famille. Et là, on constate que la Commission a fait des chèques en blanc faramineux
à Big Pharma, qui aujourd'hui, en plus, on parlera de ça, de ce sujet, essaie de se dédouaner en matière d'effets secondaires. Alors la semaine dernière, c'était aussi le moment donc, de la commission Covid, avec un grand moment qui n'a pas eu lieu, parce que effectivement, le représentant de l'OMS, le directeur de l'OMS n'est pas venu. Et le reste de la séance, qui par contre était très utile, sur le sujet du Covid long, qui n'avait pas été abordé jusqu'à présent sur ces dernières années lors des auditions. Donc on a eu effectivement donc, une rencontre intéressante. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce temps fort? Alors effectivement, c'était 2 ateliers consacrés au Covid long, organisés par cette commission spéciale Covid, qui effectivement commence à ouvrir le sujet tabou des effets secondaires. Moi, attention, je suis très prudente sur la notion du Covid long. Et c'était d'ailleurs une des questions que j'ai posées auprès de ces experts, à savoir ne pas mettre tout dans la notion de Covid long. Il y a des Covid longs, effectivement, qui sont dus effectivement par la contraction du Covid. Hein, et là, il faut faire le lien de cause à effet direct. Et après, il y a ceux qui ont des effets secondaires liés au vaccin et qui rentreraient dans cette notion de Covid long. C'est très important de faire la distinction entre ces deux pathologies, Covid long pur et dur et Covid long post-vaccination. Et c'est vrai que durant ces 2 ateliers, on a eu la chance d'avoir un expert qui a ouvert le débat sur le Covid long post-vaccination. Parce qu'on voit bien que les statistiques, et je suis la première à avoir dénoncé ces problèmes d'effets secondaires. Je rappelle déjà, j'ai déposé 2 résolutions à ce sujet, en 2021 et en 2022, où je fais une demande de fonds européens d'indemnisation des victimes des vaccins contre la Covid, parce que ce n'est pas moi qui l'invente, encore une fois, ce sont les rapports de l'EMA et les rapports de pharmacovigilance en France qui font des statistiques par rapport aux effets indésirables des vaccins, notamment Pfizer, puisque c'est le plus important, où on a toute une liste d'effets secondaires qui sont bien répertoriés par ces agences: hypertension artérielle, myocardite, péricardite, le trouble menstruel, des morts subites, à peu près 26% de cas graves pour Pfizer, 74% non graves, avec un total en janvier 2023 de 121 647 cas, ce qui n'est pas rien. Ça, c'est que sur la France et que Pfizer. Après, je pourrais passer l'après-midi à vous détailler tous ces chiffres, et je préfère le mettre sur mon site, mes réseaux sociaux. De toute façon, la plupart des gens qui me suivent connaissent ces chiffres qui en plus ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg, parce que c'est très compliqué de pouvoir signaler des effets secondaires. Donc on est en face effectivement, et c'est bien, l'ouverture de la notion de pathologie après la Covid, mais attention, il faut bien différencier les deux, c'est-à-dire entre ceux qui sont dus après la vaccination et qui pour moi rentrent dans le catalogue des effets secondaires avec une implication des laboratoires et de leurs responsabilités, avec après des conséquences de dommages et intérêts qui seraient normalement dues par ces laboratoires, et après effectivement une autre pathologie pure et dure qui là malheureusement est factuelle et due à cette maladie et qui perdure, et là il faudra mettre en place des traitements appropriés, et ça relèverait donc de la souveraineté de chaque État membre. Donc c'est ce cardiologue allemand donc, qui avait fait une étude justement sur ces... Qui a fait une étude, puisqu'il est cardiologue, il a trouvé dans son étude qu'il y avait 350 cas de Covid long post-vaccination, et donc c'est un Allemand. Donc c'est qu'une petite étude auprès d'un seul État membre, et en plus j'imagine à un niveau réduit, puisque c'est un seul cardiologue, mais déjà dans son panel d'études, il a remarqué qu'il y avait 350 cas de Covid long. Donc on le sait, c'est myocardite, péricardite, et puis tous les troubles qui sont dus à ces effets secondaires. Donc on a posé la question lors de cette commission Covid, et pour une fois, les réponses étaient plutôt encourageantes, dans le sens où elles dénoncent, elles aussi, l'irresponsabilité des laboratoires. Parce que s'il y a effectivement une mise en danger... Ça, c'était le professeur Salmon. C'est le professeur Salmon qui a trouvé que c'était incroyable, française, qui a trouvé que c'était quand même assez incroyable de voir qu'il y a
qu'il y a une clause d'irresponsabilité de la part de ces laboratoires. Et on le sait très bien, si ce ne sont pas les laboratoires qui vont payer, ça va être les États membres. Donc on est doublement perdant. On a payé très cher des vaccins et en plus on se retrouve avec un surstock. Et en plus les effets secondaires, ça va être de la poche encore des contribuables, là pour le coup français ou allemand pour la partie des effets secondaires, des problèmes en Allemagne, puisque je rebondis sur ce sujet, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier. Les études n'étaient pas bonnes. On l'a vu tout de suite, la mise en place de cette stratégie des effets secondaires qui était concomitant à cette stratégie vaccinale. Et puis maintenant, 2 ans après, le temps nous a donné raison, les faits nous a donné raison, puisqu'on a bien vu ce week-end que des journalistes allemands, Der Spiegel, déclarent qu'ils ont peut-être été trop loin dans les mesures pandémiques. Ils disent même que ça a été certaines absurdes, voire illégales. Ça, c'était ce week-end. Et puis, hier soir, j'ai été étonnée de voir dans une émission allemande, ZDF, où vous avez le ministre allemand interrogé sur les effets secondaires en Allemagne, puisqu'a priori, les chiffres explosent. Là aussi, ce n'est pas moi. J'invite tout le monde qui me suit à regarder les chiffres de l'ECDC, les chiffres de l'EMA, où tout est répertorié. Et encore une fois, pas tout. Mais déjà, ça nous donne une bonne photographie de ce qui se passe dans ces pays qui ont fortement appliqué la stratégie vaccinale. Et là, qu'est-ce que dit le ministre de la Santé ? Il dit qu'effectivement, il y a un problème par rapport à ces effets secondaires post-vaccination. Donc encore une fois, ça valide bien notre théorie qu'il y a vraiment des effets secondaires liés à cette post-vaccination, ce qui jusqu'à aujourd'hui a été nié, même par l'EMA. Je rappelle que l'EMA, dans tous ses tableaux, dans toutes ses stats, dit à chaque fois en gras, attention, on n'arrive pas à faire un lien direct. Là, on a quand même le ministre de la Santé qui fait lui, et puis ce cardiologue, qui commence à faire le lien direct. Donc là, la boîte de Pandore s'ouvre. Et maintenant, comment ça va être géré derrière ? En termes de responsabilité, en termes de coûts, de dommages et intérêts qui vont devoir être mis en place pour tous ces citoyens. C'est vrai que donc, Mme Salmon a évoqué l'idée en fait, de mettre à contribution les laboratoires pour investiguer justement ces cas de Covid long. Ça serait effectivement la logique dans tous les contrats, entre un laboratoire et un client, entre guillemets, quid de la responsabilité parce qu'il est anormal. On nous a vendu l'urgence et là maintenant, même le ministre de la Santé allemand dit attention, les gens voulaient aussi rapidement se faire vacciner. Non. C'est pas ça. Les gens ne voulaient pas se faire rapidement vacciner. C'est qu'on les a confinés, on leur a mis en place des mesures liberticides pour ne avoir plus qu'un seul choix, c'est de se faire vacciner pour retrouver leur liberté. On n'a jamais opté pour d'autres traitements alternatifs. On leur a dit, si vous voulez retrouver la vie, si vous voulez retrouver votre métier, si vous voulez continuer à voyager, c'est vous faire vacciner. Donc on leur a imposé ça pour reprendre cette vie-là. Et on se rend compte que, en même temps, a été négociée l'irresponsabilité de laboratoire. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de tous les contrats, même dans la vie de la mise en place, dans la mise sur le marché d'un médicament, d'un traitement. Donc là, on se retrouve effectivement avec un scandale qui est en train de poindre fortement. Donc ça vient maintenant là de l'Allemagne. On le voit avec aussi. Il faut pas négliger ce qu'on a vu avec les Twitter files aux États-Unis, où on a aussi toutes ces expériences. Finalement, on peut les recouper avec les Twitter files. Où c'est quoi là ? En fait, on leur a vendu aussi aux citoyens américains un seul narratif, celui du gouvernement, pour continuer à vivre, pour sauver des vies, il faut se faire vacciner. Et on s'est rendu compte que finalement, cette plateforme du numérique, avant Elon Musk, a donc fait la chasse aux scientifiques, fait la chasse aux médecins, qui tenaient un discours peut-être plus mesuré, peut-être plus critique. En tout cas, il y avait cette volonté d'enlever du discours toute brèche, toute personnalité qui aurait pu remettre en question ce narratif ambiant. Donc vous avez les Twitter files où effectivement on a peut-être, on n'a pas donné la vérité aux gens pour qu'ils se fassent vacciner ou pas.
On a la même chose maintenant au Royaume-Uni, où on vient d'apprendre qu'avec les lockdown files, on a un gouvernement, le ministre de la Santé, Hancock, et à l'époque Boris Johnson, qui finalement prenait à la légère la situation et qui prenait comme ça à la va-vite de certaines mesures, encore une fois des mesures liberticides, où on a imposé à la population certaines mesures sur le masque, sur la fermeture des écoles, qui était faite finalement selon l'ambiance entre les ministres et aussi pour faire peur aux gens. C'est ce qui est écrit dans ces propos. Je crois qu'il y a à peu près plus de 100 000 échanges WhatsApp entre eux. Et ça pose question sur toute cette gestion Covid, toute cette mise en place au même moment de mesures liberticides pour en fait finalement proposer aux gens qu'une seule voie pour retrouver cette liberté, donc cette stratégie vaccinale, qui aujourd'hui, on le voit avec ce scandale en Allemagne qui commence à peine de sortir. J'espère que les médias français reprendront aussi ce sujet parce que ce sont nos voisins et la même stratégie a été appliquée aussi en France. Alors Virginie Joron, vous vouliez aussi aborder les questions qui fâchent, donc la question financière, avec ce rapport de l'ONG hollandaise SOMO, qui donc a étudié les profits réalisés par différents laboratoires et notamment fait une différence entre ceux qui ont fait des super profits et ceux qui, par contre, ont une attitude plus éthique en ne cherchant pas à faire de profit durant cette pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez découvert dans cette étude ? Alors déjà, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent. Je reçois tous les jours des emails de soutien, même dans la rue. La semaine dernière, je fais un petit coucou à Vanessa, si elle nous regarde. Je reçois beaucoup de soutien, mais aussi des choses comme ça. On m'a envoyé ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est une étude d'une ONG, SOMO. Et puis bon, voilà, c'est 50 pages, c'est en anglais, mais bon, je prends le temps de lire vos écrits, de lire vos études, parce que des fois, voilà, on trouve des pépites, et là, c'en est une belle. En fait, c'est une étude pour voir effectivement à qui profite le Covid finalement, à qui profite tout cet argent. On a dit 71 milliards d'euros de l'Union européenne, comme ça, un chèque en blanc, négocié par SMS, vite fait comme ça, entre monsieur Bourla et madame van der Leyen. Ils étaient beaucoup au départ en lice pour récupérer le sésame, mais en fait on se retrouve qu'il n'y a plus que Moderna et Pfizer, AstraZeneca éjecté, CureVac éjecté, Janssen & Janssen pareil, aujourd'hui il n'y en a plus, donc il ne reste plus que deux vainqueurs de cette course au profit, donc Pfizer et Moderna. Et quand on voit dans ce dossier qui sont les gagnants, donc c'est effectivement Pfizer, Moderna. Au total, sur 2021-2022, c'est 90 milliards de profits, 35 milliards pour Pfizer, 20 milliards pour BioNTech. Ah oui, je n'oublie pas. Alors, je sais aussi que je suis critiquée parce que je ne parle jamais de BioNTech, mais pour moi, Pfizer-BioNTech, c'est la même chose. C'est juste que, voilà, en termes de communication, je suis limitée, notamment que ça soit dans les interventions. Je le dis parce que les gens, après, ils vont me critiquer. C'est qu'en termes d'intervention au Parlement, il faut savoir qu'on n'a qu'une minute pour s'exprimer, souvent. Donc le Pfizer-BioNTech me prend trop de temps. Et pareil sur Twitter. Mais en tout cas, j'inclus toujours, quand je parle de Pfizer, ça inclut BioNTech. Et 20 milliards pour Moderna. D'autres n'ont pas fait effectivement de profit, c'est AstraZeneca. Mais bon, vous avez vu, ils ne font plus partie de ces laboratoires qui sont recommandés auprès des États membres et qui bénéficient de ce surstock, cette surcommande. Donc voilà un petit peu un dossier très intéressant. Tout est décortiqué. On voit bien aussi que des fonds publics ont participé aussi à la mise en place de ces vaccins. Donc c'est 6 milliards d'aides publiques pour le vaccin Covid. Alors dans le rapport, on lit aussi que peut-être il n'y a pas eu beaucoup d'impôts qui ont été versés sur ces commandes. Alors ça, je vais vérifier ça, parce que ça me semble curieux. Je ne l'avais pas vu dans les contrats, parce que dans la partie, les contrats d'achat, comme tout le monde le sait, ils étaient grisés à 95%. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas vu même dans la partie non grisée. À savoir, il semblerait qu'il n'y ait pas d'impôt sur les vaccins, parce que la Commission je dis aurait parce que ça, il faut que je le vérifie auprès de la Commission, aurait acheté à une filiale suisse de Moderna et aux Pays-Bas pour Pfizer. Donc, aucune taxe n'a été payée. Donc ça, je mets au conditionnel,
Parce que comme vous le savez, après, on nous attaque pour fake news. Et ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir si on veut rester crédible. Donc, c'est qu'effectivement, ça fait partie des allégations de ce dossier, de ce rapport. Et on va effectivement poser cette question auprès de la Commission pour qu'elle confirme ou pas cette information. Alors dans le rapport, il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qui a été fait avec cette manne financière qui a été donc collectée par ces deux gros laboratoires. Est-ce qu'ils ont investi dans la recherche? Est-ce qu'ils ont versé des dividendes aux actionnaires? Est-ce qu'ils ont augmenté les revenus de leur PDG? Un peu, à quoi a servi finalement cet argent? Est-ce que vous avez pu trouver des informations à ce sujet? Non, moi, je n'ai pas trouvé d'autres informations à part Il y a celle-ci. Pfizer, je crois, oui. En fait, on l'a dit, 90 milliards de profits. Mais après, il y a cette fondation Kenup qui dit qu'il faut compter 86 milliards d'euros de fonds publics pour acheter en avance les vaccins. Et en fait, elle dit qu'il y a 93 milliards de fonds publics dans le monde. Mais, il y a aussi des achats aussi de... Pfizer a racheté des laboratoires, trois entreprises. Ouais. C'est en 2022. Donc, tout n'a pas été investi dans la recherche. Ce qui est étonnant, c'est de voir que les chiffres de la recherche, les investissements en recherche, étaient plus faibles cette année que les années précédentes. Alors, ça, c'est un peu, on va dire, inattendu. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on épluche encore ce dossier, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, le profit de cette crise, c'est les laboratoires. Ils ont profité effectivement de cette manne financière pour effectivement acheter les laboratoires, pour verser à certains actionnaires des dividendes. Donc effectivement, mais nous le savions, parce que déjà à la base, cette surcommande ne tenait pas la route. Et en plus, on le sait, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a appris que Pfizer voulait qu'on renégocie les contrats actuels à la hausse parce qu'effectivement, la Commission n'arrive plus à vendre cette stratégie vaccinale avec la 5e et la 6e dose, puisqu'il faut rappeler que 4,6 milliards de doses, c'est à peu près 10 doses par citoyen. Donc en fait, là, la Commission voudrait un petit peu alléger ses commandes et elle est en train de négocier avec Pfizer. Et il se dirait dans les couloirs que les négociations seraient effectivement en termes de stock amoindries, mais en termes de prix de la dose, parce que je rappelle, le prix de la dose, c'est entre 17 et 23 euros, là, par rapport à ces 3 contrats d'achat avec Pfizer. Par exemple, au Brésil, ils ont vendu leur dose à 10 $. Donc, vous voyez déjà... on n'est pas forcément gagnant. On n'est pas forcément gagnant. Et là, dans ces négociations, on parlerait d'une dose entre 100 et 150 $. Donc voilà, le profit, effectivement, est toujours derrière. Il ne faut pas se leurrer. Après, c'est une entreprise privée, on peut l'entendre. Mais pas au détriment du budget de l'Union européenne. Alors, le dernier point que vous vouliez aborder, c'était le rapport, en fait, le projet de rapport de cette commission Covid, parce que cette commission arrive bientôt à son terme. Et donc, on commence à voir les premiers éléments. Et donc, le projet de rapport a été publié. Ouais. Et alors, quelles sont vos impressions avant de proposer des amendements? On savait qu'on allait être déçus. Mais effectivement, donc on a le rapport, on a commencé à le lire une fois, puis là, on va faire une deuxième lecture. Moi, déjà, la première lecture, qu'est-ce que je constate? Pas grand-chose sur cette problématique de la transparence des contrats, ni des SMS. Pas grand-chose non plus sur l'indépendance entre les 2 agences européennes, entre l'EMA et le et la FDA. Donc on ne voit pas trop bien cette indépendance. Enfin, on parle de la FDA parce que, comme aux États-Unis, cette EMA, finalement, on se rend bien compte qu'elle n'est pas aussi autonome et indépendante, puisqu'on l'a bien vu, il y a eu, lors des négociations, c'est la Cour des comptes qui rappelle qu'il y a eu des tractations et presque des menaces auprès de l'EMA pour qu'elle agisse rapidement. Alors, on le rappelle, l'EMA, c'est donc l'Agence européenne des médicaments. Des médicaments qui donne l'autorisation de la mise sur le marché de ces traitements, de ces vaccins. Et on a bien vu, et c'est la Cour des comptes qui le rappelle, qu'il y a eu des tractations et presque des menaces de la part de ces laboratoires pour qu'ils aillent beaucoup plus vite dans l'acceptation de la mise sur le marché de ces vaccins. Donc rien sur cette indépendance et même sur la protection de cette agence.
Rien sur l'échec de l'ECDC aussi, qui finalement était l'agence qui aurait dû être en alerte sur cette pandémie, sur la mise en place de stratégies de l'achat, parce qu'il n'y a pas que l'achat des vaccins, hein, il y avait aussi l'achat des masques, il y avait aussi l'achat des aspirateurs respiratoires. Le CDC, donc, c'est l'Agence européenne de contrôle des maladies. En fait. Voilà. Cette agence qui était fondée... L'OMS version européenne. Rien du tout. Donc ça, ce qui est choquant, c'est aussi il n'y a rien sur la mise en œuvre d'autres traitements à part le vaccin. C'est une ode, ce rapport au vaccin. C'est One Health, One Vaccine. D'ailleurs, ils le mettent. Ils mettent stratégie One Health. Donc pour eux, c'est vraiment la clé, le miracle, c'est le vaccin. Donc rien sur la mise en place de traitements alternatifs, parce que c'est important, on l'a vu, certains États qui n'étaient pas rentrés dans ce moule-là. Je parle encore de l'Afrique, je reviens du Nigeria et j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas appliqué cette stratégie et eux, ils avaient mis en place d'autres études et d'autres traitements et ça a fonctionné, il faut le dire, hein, les chiffres sont là. D'ailleurs, je l'ai rappelé à la commission Covid la semaine dernière, qu'on regarde aussi si en Afrique, il y a des Covid longs. Hein, et qu'on fasse un petit peu, qu'on travaille avec ces chiffres. Parce qu'on a des données. Il suffit juste d'aller les chercher et de les recouper avec les nôtres. Donc, rien sur les traitements, rien sur les effets secondaires. On nous parle un petit paragraphe du Covid long. Moi, j'ai peur que si on focalise sur le Covid long, on ne focalise pas sur les effets secondaires qui sont liés à la vaccination. Donc, il y aura des amendements forcément parce que je veux pas que ce dossier soit une ode à la vaccination. On n'a rien sur la désinformation puisqu'on parle toujours d'une certaine désinformation, donc qu'il faudrait protéger le narratif ambiant, le narratif dominant sur le Covid, mais rien sur les Twitter files par exemple. Rien sur le lockdown file qui est quand même démontre qu'il y a une certaine volonté de désinformer la population. Rien sur la protection des lanceurs d'alerte. Je pense aux journalistes de Project Veritas, parce que c'est pareil. Si on veut continuer à mettre en place ce type de stratégie, il faut donner confiance aux gens. Il faut donner confiance aux gens. Que ça soit dans un sens ou dans un autre, il faut que les gens puissent se faire leur propre opinion. On ne peut pas leur dire c'est tout blanc et c'est merveilleux. Non, il faut être honnête et donner aussi des positions divergentes. Et ça, ce n'est pas assez mis en place. Et je regrette parce que lors de l'audition sur la désinformation, il y a quand même quelques experts qui l'ont dit. Attention, il faut aussi intégrer de la critique. Il ne faut pas mettre que les scientifiques que d'un certain bord, parce que c'est effectivement, après, on a l'effet inverse de ce qu'on souhaiterait avoir mis en place. Et donc, même eux l'avaient dit, donc ce n'est pas repris dans le dossier. On n'a rien sur l'origine du virus. Ils auraient pu quand même mettre un paragraphe sur l'origine du virus, sur la suspicion du fait que ça soit sorti du laboratoire à Wuhan. Par contre, c'est vrai qu'on parle quand même déjà de la stratégie mondiale avec l'OMS. On voit bien en fait, et puis pour moi c'est mon analyse, hein, c'est qu'en fait c'est une ode donc à One Health, One Vaccine, et surtout au final que ce bébé-là, il soit remis dans les mains de l'OMS. C'est-à-dire que la gestion qu'on a vue par la Commission européenne, elle soit demain faite par l'OMS. C'est un peu ça, c'est un peu l'esprit de ce rapport. Donc leçon tirée, recommandation pour l'avenir. Donc c'est ça, recommandation pour l'avenir, c'est que nous avons été pas mauvais dans cette gestion. On a été même très bons avec le laboratoire. Et demain, en fait, finalement, pour nous éviter de revoir à gérer ce type de crise, eh bien, il faudra le faire par l'OMS. Et ce qui est important, l'OMS, c'est pas neutre, c'est pas une petite organisation internationale neutre. Je le rappelle, son budget est conséquent et quand même en partie géré 10% par la fondation Bill et Melinda Gates, et qu'elle a toujours été critiquée, parce qu'elle date de 1949, cette institution, basée à Genève. Des conflits d'intérêts, il y en a eu, ça fait partie de son ADN, avec notamment la grippe H1N1, où il y a eu des conflits d'intérêts. On dit qu'il y a beaucoup de lobbies qui tournent autour de cette OMS, où ça soit pas que santé, mais le nucléaire, glyphosate. Donc tous ces lobbies sont autour de l'OMS. Donc attention, parce que c'est un projet qui est en train de prendre forme. Et j'en profite pour rappeler que, comme malheureusement, nous n'avons pas eu Tedros, le patron de l'OMS qui devait venir et qui est comme M. Bourla,
Il s'est carapaté à la dernière minute, hein, il avait autre chose à faire, donc il n'est pas venu nous voir, dommage. Donc du coup, on lui fait une petite conférence, on va faire une petite conférence avec mes collègues députés européens que vous connaissez tous, hein, Rob Roos, Ivan Sinčić, Madame Limer, Francesca Donato, Mislav Kolakusic, et puis les experts de CHD, donc c'est Children of Defense, hein, donc avec des vrais experts sur le sujet qui vont venir s'exprimer autour de ce projet de traité international sur les pandémies et qui a priori, va faire perdre notre souveraineté en matière de santé, et en plus avec un volet sanctions. Donc voilà, donc le mois d'avril, prochaine plénière, nous organisons cette conférence, un échange avec différents scientifiques pour nous expliquer d'un point de vue scientifique, hein, qu'est-ce que c'est de gérer des pandémies, comme on l'a dit, hein, pour dire qu'on est en phase de pandémie, ça va très vite, et comme on l'a vu la semaine dernière, pour arrêter, pour déclarer... Qui décide la fin, oui. Qui décide la fin, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour dire, ça y est, c'est la fin de la pandémie. Et cette question a été posée la semaine dernière à la Commission. Et même au niveau européen, personne n'a pu répondre, alors qu'il y a une directive qui prévoit ce volet. Eh bien, effectivement, personne ne nous a pu nous répondre. Donc c'est quand même dramatique, parce qu'on le voit bien, encore aujourd'hui, certains se servent de ça pour continuer à suspendre nos soignants en France, pour conforter une certaine vision de stratégie vaccinale qui, pour moi, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Eh bien, merci Virginie Joron. On a fait vraiment le résumé de la semaine dernière. Il y a encore plus de choses à dire, mais on n'a plus assez de temps, mais on reviendra. Ouais. Et en tout cas, merci pour ceux qui me suivent. Et merci pour vos soutiens et vos messages, vos rapports. En fait, voilà, on est là pour vous et le combat continue. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner et partager cette vidéo si vous avez aimé le message de Virginie Joron. Merci.